Bonsoir, je voulais poser une question qui est un petit peu en marge de... Mais on n'entend pas bien. Hein. Je voulais poser une question qui est un petit peu en marge de la problématique ukrainienne et russe, mais qui a quand même un petit peu à voir avec nos questions à nous, qui sommes de l'Europe occidentale. Vous êtes britannique, vous connaissez le succès qu'a eu le UKIP en Angleterre, vous connaissez aussi ses positions relativement à ce qu'on appelle l'extrême droite française, et vous savez également aussi que à ce niveau-là, les conceptions ou les idées entre le UKIP et le Front National, par exemple, ne sont pas tout à fait en adéquation. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces questions? Parce que nous sommes un petit peu perdus dans toutes ces oppositions de soi-disant de gauche, soi-disant de droite, et on ne sait pas trop très bien où on va, on aimerait en savoir un petit peu plus si c'était possible. Alors je crois que les résultats des élections européennes montrent la profonde parenté entre la France et le Royaume-Uni. C'est-à-dire que ce sont... Non mais là vous l'avez éteint. Non, il est éteint. Ah, non, il n'est pas éteint. Bon. Je crois que cela montre la profonde parenté, la profonde similarité entre la France et le Royaume-Uni. Ce sont les seuls États européens de l'Union européenne où un parti radical et contestataire ait remporté les élections. Malgré tout, cela montre également l'impossibilité de nos deux pays de s'entendre. Et je le regrette profondément. Les résultats sont vraiment identiques comme deux gouttes d'eau. 27% pour UKIP, 25% pour le Front National. Le parti du pouvoir dans les deux pays mis en troisième position. Les conservateurs en troisième position, les socialistes en troisième place en France. Le UKIP, qui est un parti de droite qui chasse, qui prend beaucoup d'électeurs au Parti conservateur, tout comme le Front National prend ses électeurs principalement, bien sûr, à l'UMP. Mais qui, dans les deux cas, je répète, prend aussi, ou essaie en tout cas de prendre les électeurs aussi à gauche. Marine Le Pen notamment, UKIP aussi essaie de prendre des électeurs à gauche. Donc, ces deux victoires se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et même la stratégie d'exclusion, la stratégie de UKIP d'exclusion du Front National, puisque UKIP ne veut pas s'allier avec le Front National au Parlement européen, ressemble à la stratégie d'exclusion du Front National à l'égard de l'Aube dorée et de Jobbik et des autres partis. Voilà. Voilà. C'est triste. On a des mails qui reviennent souvent, j'en ai encore eu un aujourd'hui, où on dit que dans toute Europe, et notamment en France, avec la poussée de l'islam, on dit que d'ici 30 ans, la France et l'Europe seront envahis par le monde musulman. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ah que oui, c'est pas le problème de l'Ukraine. Ah que oui. En théorie. Alors écoutez, je pense que s'il y a un pays où on peut espérer que les choses ne se passent pas ainsi, c'est bien la France. C'est la France. À Londres, les Anglais sont minoritaires. À Londres. En Angleterre, nous avons des... ça m'embête d'ailleurs, mais on est souvent invité à déclarer sa race, son appartenance ethnique. Et l'une des catégories, enfin celle qui s'applique à moi, c'est britannique blanc. Et cette catégorie, il y a irlandais et britannique blanc pour les habitants indigènes des îles britanniques, si vous voulez. Et la catégorie britannique blanc est à 45% à Londres. 40% de la population de Londres n'est pas née en Angleterre. 40%. Vous êtes encore très loin à Paris de cela, je crois. Peut-être, c'est pas sûr, puisque en fait, vous avez, tout d'abord, il faut savoir que la France a le meilleur taux démographique en Europe. Non, non, ce n'est pas uniquement à cause de l'immigration. Tout d'abord, le taux. Je voudrais bien insister sur le taux. Si vous mettez sur un graphique la croissance naturelle, c'est-à-dire
le nombre de morts et contre le nombre de naissances, la France est en première position, c'est-à-dire qu'il y a plus de naissances que de morts en France. Si vous mettez sur le même graphique tous les pays de l'Union européenne, la France est en première position et le pays en dernière position, en toute dernière position, en 28e position sur les pays de l'Union européenne, c'est l'Allemagne. Cela n'est pas dû uniquement à l'immigration. Ce n'est pas dû à l'immigration. Je le sais pour deux raisons. D'abord, je vous donnerai des preuves anecdotiques, mais en fait, ce n'est pas à moi de vous les donner, puisque vous les connaissez tous et vous en êtes probablement des exemples vous-même. Le phénomène de la famille nombreuse se retrouve beaucoup en France. Bien sûr, dans les milieux catholiques, mais ce n'est pas rien. Nulle part en Angleterre, et d'ailleurs nulle part ailleurs en Europe, vous ne rencontrerez des familles qui ont 4, 5, 6 ou même 10 ou 12 enfants. Cela a totalement disparu. Je précise, cela a disparu, si je prends l'Angleterre, de la bourgeoisie. Il peut y avoir ici et là des femmes qui ont un grand nombre d'enfants, mais s'ils les ont, ils les auront chacun d'un autre père. Ce sont des gens qui vivent sur les allocations sociales et qui mènent des vies absolument de débauche épouvantables. Le phénomène de la famille catholique monogame avec de nombreux enfants est limité uniquement à la France. Ça c'est pour l'anecdotique. Ensuite, pour les preuves scientifiques, le démographe Gérard-François Dumont, qui est un des démographes de référence en France, confirme ce que l'on sait instinctivement par les anecdotes, à savoir que, alors du coup j'ai oublié quelles sont ces preuves, mais il affirme ma thèse selon laquelle ce n'est pas uniquement à cause de l'immigration. Je vois que il y a un scepticisme. Je voulais remercier le professeur Lolland sur ce point de démographie. C'est-à-dire que dans notre grande famille de pensée, je veux dire, on coltine des contre-vérités. Il y a une chute radicale de la démographie des populations dites musulmanes, y compris en France. Tous les travaux le prouvent, c'est vrai dans le Maghreb, vous le savez très bien, professeur, et j'insiste sur le particularisme français des familles nombreuses catholiques. Et je dirais que, comme élément récent statistique, on le lit, parce que je suis dans ce milieu-là de travail, dans les écoles privées catholiques hors contrat. Nous avons, et il s'est créé plus de 40 écoles l'année dernière. Et nous avons des fratries de 4, 5, 6, 7 enfants, et c'est unique en Europe. Je sais. Voilà. Donc, je veux dire, le pseudo-envahissement de l'islam en France, je veux dire, c'est un chiffon rouge qui permet le développement d'un discours ultra-laïciste et anti-catholique. Parce que c'est un mouchoir. Il y a une réalité, hein, loin de moi de défendre je veux dire, une immigration, mais ça sert, si vous voulez, de chiffon rouge. Je veux dire, les dangers ça pose des problèmes et les dangers ne sont pas prioritairement là. Et donc je tiens à remercier le professeur pour ce petit rappel, hein, je veux dire, parce que nous méconnaissons nos propres réalités nationales. Et il est important de... Et vos atouts. Et nos atouts. Donc je veux dire, l'histoire c'est du temps long. La Russie en est la preuve. Hein. Je veux dire, je recentre un petit peu sur ah non, mais on ne peut pas comparer avec la Russie sur ce plan-là. On ne peut pas comparer, mais quelque part, dans ce que l'on voit en Russie, c'est quelque part la revanche de Solzhenitsyn. Quand on lit ses écrits, Lettres à un jeune russe, vous avez parlé je veux dire, la redécouverte de l'orthodoxie en Russie. Bon, Solzhenitsyn, il y a longtemps, avait déjà pensé la chose. Bon, voilà, mais enfin, je tenais à vous remercier parce qu'il y a une méconnaissance grave chez nous de nos atouts et de la réalité. Une toute petite parenthèse, ça marche ou pas? Oui, oui. Oui, bon, une petite parenthèse sur cette affaire de démographie. Il y a déjà 20 ou 30 ans, il y a un livre qui est paru qui s'appelait La peste blanche.
de Sauvy, Alfred Sauvy. Je crois que tous les gens ici, s'ils ont l'occasion, devraient le lire. Ça clorait la discussion. Alors je voudrais revenir à l'Ukraine, s'il vous plaît. J'ai lu dans Spectacle du Monde, Valeurs actuelles, bon, je ne lis pas Libération, alors donc je ne l'ai pas lu dans Libération, bon, j'ai lu dans Valeurs actuelles et Spectacle du Monde qu'à l'œuvre en Ukraine, il y avait la finance internationale. Et un dénommé, comment il s'appelle cette crevure déjà? Soros. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ben, je pense tout le mal imaginable. C'est un homme qui incarne parfaitement l'alliance, enfin c'est presque pas la peine de le dire, entre le capitalisme et le mondialisme. Et aussi le socialisme, parce que Soros se place à gauche, personnellement. Si. Non, mais j'ai eu le malheur de rencontrer Soros il y a à peu près 20 ans, et on m'avait dit qu'il fallait que je me taise plutôt dans la réunion, parce que Soros serait de gauche. Donc il ne fallait pas trop l'agacer avec mes opinions droitières. C'est un homme qui incarne cette idéologie mondialiste dont le capitalisme est le véhicule, cette idéologie mondialiste, internationaliste, qui était très chère à Marx. Il ne faut jamais oublier que les éléments fondamentaux du communisme, c'était l'internationalisme. L'un des éléments fondamentaux. On parle beaucoup, n'est-ce pas, de la nationalisation, de la lutte des classes, etc. Ce n'était pas ça le fondement métaphysique du marxisme. Le fondement métaphysique du marxisme, c'est la révolution internationale, dont pour Marx, comme pour Lénine et comme pour Engels, le capitalisme, ou ce qu'ils appelaient la révolution bourgeoise, serait le véhicule et le vecteur principal. Et on peut interpréter la fin de la guerre froide de la manière suivante. Plusieurs personnes de gauche, les vrais croyants de gauche, ont abandonné le communisme de type stalinien, soviétique, précisément parce qu'ils ont compris que cela représentait un frein au mondialisme. Ils ont compris que cela avait, comme l'avait d'ailleurs dit Trotsky dès le départ, cela représentait une trahison du message originaire du communisme. Alors Soros donc incarne cette idéologie-là, et puis, mais depuis 20 ans maintenant, il a mis en place, mais c'est une histoire ancienne maintenant, on le sait depuis 15 ou 20 ans, il a mis en place sur tout le territoire de l'ex-pacte de Varsovie des associations, des ONG qui sont à sa solde et qui militent pour, non seulement pour l'intégration européenne, pour le ralliement à l'OTAN, mais qui militent notamment pour une idéologie que j'appellerais nihiliste. Je me souviens une fois être allé sur son site, et il y avait un message qui clignotait, de manière assez sinistre d'ailleurs, qui reprenait une citation du philosophe allemand, transfuge en Angleterre, Karl Popper, qui a dit, qui a formulé la fameuse théorie de la falsification. Et il a repris une citation sur son site, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais l'idée, grosso modo, c'est que nous ne pouvons jamais connaître la vérité. Voilà. Et c'est ça l'idéologie de Soros. Alors, est-ce qu'il a été actif en Ukraine? C'est très probable. Mais il est assez vieux maintenant. Oui, mais alors, un mot là, pour... si je me permets, là. Il n'a pas lu Libération. On s'est connus en 68. On se voit souvent depuis, mais de l'autre côté des barricades, vous voyez, donc c'est une longue fidélité. Dans Libération, il y avait un article où Soros était interviewé. C'était à un moment où il a gagné 2 milliards à la suite d'une dévaluation de la livre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, bien sûr. Il y a eu une attaque contre la livre et un journaliste interviewait Soros et lui demandait, mais quand même, je crois qu'il avait une nationalité anglaise. Soros, non? Non, il est américain. Non, bon, enfin, on lui a dit, mais vous attaquez un pays, là, en gros, vous n'avez pas honte, ça ne vous gêne pas? Et il a répondu, mais non, mais j'ai pas
attaqué la livre pour attaquer l'Angleterre, mais j'ai attaqué la livre pour gagner de l'argent. Voilà. Donc c'est une mentalité tout à fait apatride. Donc il faut de temps en temps, à défaut de lire Libération en l'achetant, faire comme la publicité d'Harakiri il y a 30 ans. Si vous ne pouvez pas l'acheter, volez-le. Il faut voler Libération pour avoir ça. Voilà. Pardon ? Cette information est déjà ancienne, elle avait été reprise et je l'ai lue ailleurs. Ah ben voilà, c'est bien. C'est pas un problème. Ça me confirme dans l'idée que ce type est vraiment à détruire. Ah mais c'est certain que c'est quelqu'un de nuisible. Il a d'ailleurs été invité dans la semaine qui a suivi par Anne Sinclair, tu vois, j'ai de la mémoire, qu'il a présenté comme un grand philanthrope. C'est l'inversion accusatoire là, tu sais. Oui, je voudrais juste revenir moi sur l'identité. Et on entend, je m'éloigne du truc, on entend en fait parler de français, juste de, comment dire, d'identité en fait du papier. Pour moi, je pense comme en Russie, d'ailleurs c'est pour ça que les Français, de mon point de vue, admirent les Russes, parce que on les considère comme ayant une identité forte. Et si c'était, par exemple moi, je ne considère pas, comment il s'appelle l'acteur là qui s'est barré en Ukraine, Depardieu, merci. Depardieu comme un Russe. Excusez-moi, mais on lui a donné les papiers, c'est parfait, c'est bien. J'ai rien contre Depardieu, même quelque part, même je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Mais en attendant, il n'est pas russe. Bon, maintenant, si monsieur, je ne vous jette pas la pierre, mais si vous mettez dans les Français et dans la nationalité française des gens qui ont juste des papiers français, là je ne suis pas d'accord. Parce que c'est trop facile. C'est-à-dire que s'il suffit d'aller à la mairie faire la queue à la préf pour avoir des papiers, faire un sitting ou je ne sais quoi, ou profiter des largesses de Flambly pour récupérer des papiers, ben, tout le monde est français alors. Hein, il n'y a plus qu'une petite attente à avoir, et puis voilà, je fais la queue, je prends ma carte du PS parce que ça facilite les choses, et ça y est, je suis français, et je rentre dans les stats. Ça y est, ok, ma natalité, elle devient française. Non. Non, mais je n'ai pas dit le contraire, monsieur. Au contraire, vous m'avez peut-être mal, que je me suis peut-être mal... Non, c'est pas vous, monsieur. Il y a une incompréhension, je vais remettre les points sur les i. La société française, on ne peut plus traditionnelle, dans certains cas des générations et des générations issues de l'aristocratie, issues de l'armée, issues de la robe, est actuellement en Europe. C'est pas la société dominante, c'est la société qui est actuellement la plus porteuse d'enfants. Point. Et nous avons des statistiques, vos sentiments, vos impressions sont complètement à côté de la réalité. Et je vos stats sont données par le elles ne sont pas données, non, elles ne sont pas données par le gouvernement, elles sont données par l'accroissement remarquable depuis 10 ans des écoles libres, catholiques, hors contrat, sans subvention. Eh ben, je vous les laisse vos stats. Mais ce ne sont pas des stats, monsieur, ce sont des réalités. Vous êtes dans un déni. Vous êtes dans un déni de réalité. Ne commençons pas à parler plusieurs à la fois, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Il y a un déni de réalité. J'avais pas besoin de micro, mais je préférais parler un peu comme, je dirais, dans une réunion familiale. C'est un peu ce que nous sommes ce soir. Tout à l'heure, vous parliez de Soros. Alors, si on dit internationalisme marxiste, libéralisme capitaliste, mais aussi on peut dire universalisme catholique. Et il n'y a pas tellement longtemps, mon fils m'a envoyé un petit schéma qui regroupait toutes les organisations mondialistes. Et dans l'angle supérieur droit se trouvait un petit sigle, et je me souviens plus exactement de la terminologie, mais c'était, on va dire, la cellule jésuite. Et mon fils me dit, papa, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette cellule jésuite dans tous ces organismes internationalistes, mondialistes? J'étais incapable de lui répondre. Mais depuis, nous avons le pape François qui est jésuite. Et je dirais que certains signes, à l'heure actuelle, donnés par le pape François, me font question dans ce domaine. Au risque de choquer ce public, je pense que cela est le cas pour tous les papes depuis Vatican II. Paul VI est intervenu devant les Nations Unies. Benoît XVI reprend les arguments de Paul VI dans son encyclique La charité dans la vérité.
Jean-Paul II, n'en parlons pas. C'est une constante. On parle trop, en fait, des différents papes. On est obsédé par la personnalité des papes. Je pense que les papes se ressemblent tous maintenant. Et ils ont tous adhéré, à mon sens, à tort, aux idéologies mondialistes, avec une fausse conception de l'universalisme. Bien sûr, le mot catholique veut dire universel. Nous sommes des universels, nous les catholiques, nous sommes des universels. Mais il y a quand même eu des querelles sur cette question des universaux qui ont agité le monde intellectuel pendant des siècles au Moyen-Âge. Il s'agit de savoir de quel universalisme et de quels universaux il s'agit. Pour faire court, il y a d'une part un universalisme abstrait qui veut désincarner tout et qui veut faire de l'humanité un ensemble, c'est le rêve maçonnique. Et puis il y a la vision catholique qui voit l'universalisme autrement et notamment ancré dans la réalité, y compris dans la réalité sociale, notamment dans la famille et dans la nation. Jamais, contrairement à ce qu'on dit, les papes du Moyen-Âge n'ont remis en question le droit des rois, des souverains de gouverner leur pays. Il n'en a jamais été question. Bon, il y a peut-être eu des dérapages, mais enfin, fondamentalement, cela n'a jamais été le cas. Il y a donc un universalisme qui prend ses racines dans la réalité humaine, qui est celle de la tradition thomiste catholique, et puis il y a une autre idéologie qui est complètement opposée à celle-ci, qui est celle de l'abstraction, de l'idéalisme à l'allemande. Voilà. Merci. Il faut bien dire que même dans l'Antiquité, même depuis les Aristote et tout ça, l'universalisme existait à côté, enfin, je veux dire sans empiéter sur les nations ou les groupes. Il y a l'universalisme de la morale, par exemple. Non, mais c'est pas le mondialisme, ça. Et à propos de Karl Marx, dont vous parliez tout à l'heure, je ne suis aucunement le défenseur de la synagogue. Tout le monde a compris ça. Karl Marx disait bien aussi que l'émancipation des peuples, ou des travailleurs et de l'humanité, se ferait lorsqu'ils se débarrasseraient des valeurs juives. Lui-même a dit cela. Tu vas terminer à McLeod, hein. Je voudrais poser une autre question. Je n'ai pas besoin du micro. Merci. Non, mais je peux parler assez fort. Bon, alors vas-y. C'est le musin. Bon. Je voudrais revenir à l'Ukraine. Alors, tout le monde sait que finalement l'histoire de la Russie commence par Kiev et par la conversion à l'orthodoxie de Vladimir par des moines. À la religion chrétienne. Oui, en religion chrétienne. Il n'y avait pas d'orthodoxie catholicisme en 900. Byzance s'était déjà séparé à cette époque-là de Rome. Pas formellement. Ah. Non. Enfin, non, la séparation finale intervient en l'an 1054. La Russie est baptisée en 970. Oui, bon, on est à 50 ans près. Hein. Bon, oui. Je suis d'accord. Bon, ce que je souhaiterais que vous me précisiez plus particulièrement, c'est une des caractéristiques de ce nationalisme ukrainien. Parce que finalement, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'Ukraine est véritablement quand même différente, passablement différente du reste de la Russie, enfin de certaines régions de l'ouest de la Russie. Et je voudrais, disons, rappeler que quand même l'Ukraine a énormément souffert du régime soviétique, je ne vous l'apprends pas, avec la nouvelle politique économique, la NEP, avec ce véritable génocide que fut celui des Koulaks, et puis également ce qui s'est produit aussi pendant la guerre, c'est que lorsque les Allemands sont arrivés avançant vers l'Est, les Ukrainiens ont cru se débarrasser du joug communiste et stalinien
en s'alliant aux Allemands, ce qu'Hitler n'a jamais compris, et c'est la raison pour laquelle il a perdu la guerre, parce que s'il avait accepté l'alliance ukrainienne, vraisemblablement il aurait enfoncé le front russe, et il a décidé de traiter les Ukrainiens comme il traitait le reste des peuples de l'Est. Alors, puis il y a aussi une autre question que je voudrais vous poser aussi, c'est la différence qu'il y a, au point de vue, je dirais, origine, entre l'ukrainien et le russe. Voilà, tout cela, bon, ça fait un peu... Alors là vous posez beaucoup de questions. Alors j'ai essayé de répondre à la dernière question dans mes propos. Je pense que cela dépend de quels Ukrainiens vous parlez, si vous voulez établir... Étant donné qu'on a décidé qu'on allait supprimer en Ukraine la langue russe, cela veut dire quand même qu'en Ukraine, il y a une langue ukrainienne, qu'on va peut-être mettre entre guillemets, qui est différente de la langue russe. Et je souhaiterais que vous nous précisiez quelle différence il y a entre cette langue dite ukrainienne et le russe. Alors, je ne parle pas l'ukrainien, mais je pense, mais là je parle vraiment, je ne parle que à partir de mes préjugés, que c'est un patois. C'est comme si vous disiez, on parle marseillais. C'est mon sentiment, mais je ne connais pas l'ukrainien. Je pense aussi que les soviétiques ont mis en avant la langue ukrainienne, comme d'ailleurs les autres langues des différentes républiques soviétiques, pour faire croire au monde que l'Union soviétique était le début de la révolution mondiale où tous les peuples se réuniraient dans une Union soviétique mondiale. Quand, en 1918, Trotsky est nommé commissaire du peuple pour les affaires étrangères, il a répondu à Lénine « Mais quelles affaires étrangères aurons-nous maintenant ?» Parce que pour lui, la révolution mondiale, on avait allumé l'étincelle à Moscou, elle allait ébranler le monde entier. Donc il n'y aurait plus d'État, il y aurait une révolution mondiale. Cela ne s'est pas fait comme ça, mais l'Union soviétique a mis en avant. On parle beaucoup de russification sous le régime soviétique. C'est le contraire de la vérité. On a mis en avant les langues régionales et locales pour faire semblant d'être une union de peuples, alors que le territoire en question était tout simplement celui de l'Empire russe. En ce qui concerne la souffrance des Ukrainiens, j'ai eu l'occasion d'en parler là tout à l'heure, mais je pense que le monsieur est parti. La souffrance des Ukrainiens sous le régime soviétique, c'est un des malentendus les plus difficiles à déraciner. Quand l'état-major allemand impérial a envoyé Lénine de Zurich à la gare de Finlande à Saint-Pétersbourg, à Petrograd, Winston Churchill a dit que c'était comme si on mettait un poison dans l'eau d'une ville. Comme si on empoisonnait une ville entière en mettant du poison dans l'eau. Trotsky a été expulsé de l'Union soviétique en 1929. Je pense que le poison a été beaucoup plus fort de l'autre côté. C'est-à-dire que l'expulsion de Trotsky peut être comprise comme une réplique, comme une riposte à l'envoi de Lénine en Russie, comme une riposte de Staline, qui a envoyé Trotsky hors de Russie. Il est allé d'abord, je crois, en Turquie, ensuite en Norvège et ensuite au Mexique. Où ces idées ont pris complètement chez nous, en Occident. Nous sommes les trotskistes. Enfin, pas nous ici dans cette salle, mais le trotskisme a profondément pénétré les milieux intellectuels en Occident. Alors il y a eu en France, en d'autres pays, bien sûr, des partis communistes qui étaient staliniens, qui étaient pour Moscou, qui défendaient Moscou. Mais à la longue durée, ce n'était pas eux qui ont remporté la victoire. Il y avait aussi, partout dans les universités occidentales, les gens qui étaient de gauche, mais anticommunistes, parce que trotskistes. Et je suis persuadé que nous assistons depuis 20 ans à la réalisation de ce rêve trotskiste, ou plutôt aux conséquences de ce renvoi de Trotsky en Occident. C'est-à-dire que nous croyons, enfin pas nous ici, encore une fois dans cette salle, mais beaucoup de gens croient à
ce qui étaient les thèses trotskistes, c'est-à-dire à la thèse de la révolution mondiale, qui est totalement reprise par les Américains, notamment par George Bush, mais aussi dans une certaine mesure par Obama. Nous croyons à l'internationalisme, nous croyons au vieux rêve maçonnique de l'unité et de l'humanité, et ainsi de suite. Et nous croyons bien sûr que le capitalisme sera le vecteur de tout cela. Et l'un des éléments de ce trotskisme, et c'est une idée qui est très profondément enracinée dans l'esprit des gens en Occident et en Europe orientale, c'est que l'expérience soviétique n'était rien d'autre que le pur impérialisme russe. Donc, on fait du communisme qui a séduit les gens sur tous les continents du monde pendant des générations, du communisme soviétique, je veux dire, on en fait un pur impérialisme russe. C'est-à-dire qu'on double le communisme soviétique sur la gauche. On dit non, c'était pas du tout une lutte pour la justice sociale, pour l'égalité, et ainsi de suite. Non, c'était simplement le pur impérialisme russe. C'est très concrètement la thèse de Trotsky, qui pénètre chez nous beaucoup plus que l'idéologie soviétique n'a pénétré chez les habitants de l'Union soviétique. Et l'une des manifestations de cette idéologie-là, c'est cette histoire de la famine en Ukraine, qui est mise en avant maintenant par les nationalistes ukrainiens. Vous m'avez posé une question sur le nationalisme ukrainien, comme la preuve que les Russes ont opprimé les Ukrainiens et qu'il faut se débarrasser de toute influence russe parce qu'il y a eu ce génocide. Ce n'est absolument pas conforme à la réalité historique. Il y a eu autant de bourreaux ukrainiens que de bourreaux russes dans l'Union soviétique. Il y a eu autant de victimes russes que de victimes ukrainiennes dans la famine et dans les autres purges. Donc faire de cette famine une histoire russo-ukrainienne, c'est de la pure désinformation. Non, allez-y. J'ai pas touché. Hein. Non, mais c'est bon. C'est moi qui règle ici. Ah, d'accord. Pour éviter les problèmes, justement. Vous parliez d'information il y a une seconde, et on a commencé cette conférence d'ailleurs en parlant des médias et de la désinformation qui était derrière. Et on a également parlé du pouvoir américain, américano-sioniste, qui serait derrière la révolution donc ukrainienne. Cependant, Monsieur Leland, moi j'ai eu l'occasion de vous voir, je crois, sur Arte, sur le 28 minutes, dans une très courageuse intervention de votre part face à 4 idéologues socialistes. 6, pardon, qui étaient très rangés, on sait de quel côté. Et aussi, avant-hier soir, il y a eu un documentaire sur l'Ukraine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, et dans lequel il y avait relativement du contrepoint. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de reportages et à beaucoup d'interventions habituelles, là où on n'a que le côté américain, on avait aussi le côté d'indépendantistes russophones, qui en plus, c'était pas les plus bêtes qui étaient interrogés. On va dire qu'ils avaient un discours cohérent, défendable et pragmatique. Alors que quand on veut discréditer généralement un séparatiste, on prend le premier débile qui va arborer une croix gammée, c'était pas le cas. Et je voulais savoir donc comment vous interpréteriez votre passage dans les médias et si on est vraiment sous cette domination impériale. Voilà. C'est ce que le grand marxiste Herbert Marcuse a appelé la tolérance répressive. Donc on peut faire apparaître certaines voix dissidentes sans pour autant mettre en jeu, et d'ailleurs ça renforce même le message principal. Alors j'ai pas vu la dernière émission, mais à chaque fois que je passais, je ne suis pas passé récemment, mais à chaque fois que je passais par exemple sur Arte ou sur, je suis passé une fois sur France Inter je crois, ou France Info, je ne sais plus, ça a été préfacé par une introduction en disant voilà, nous allons maintenant entendre le point de vue russe. Et d'ailleurs, après cette émission sur Arte, une fois l'émission terminée, on est resté quelques moments à table, et la présentatrice a dit oui, on a fait il n'y a pas longtemps une émission sur la Russie, elle était vraiment très bonne, on a eu telle ou telle personne, et on a eu votre compatriote Dmitri de Koshko,
qui est russe. Enfin, il est français, mais enfin, il est issu de l'émigration russe. Donc pour elle, quelqu'un qui n'était pas d'accord avec son idéologie européiste ne pouvait qu'être russe. Je peux faire une petite remarque là, concernant l'influence des trotskistes. Les trotskistes en Amérique sont pour la plupart devenus ce qu'on appelle les néoconservateurs. Oui, oui, oui. Merci. Les néoconservateurs qui étaient extrêmement influents à l'époque de Bush fils et qui le sont encore, sont tous des gens qui sont d'origine trotskiste. Je pense par exemple à M. Perle, à M. Wolfowitz, qui sont tous des gens qui se réclament de Léo Strauss, qui était un philosophe. Oui, mais Léo Strauss n'était pas trotskiste quand même. Non, non. Se réclament de cette idéologie. Il y a une espèce de messianisme chez eux qui fait qu'on peut très bien les retrouver du côté des marxistes ou du côté des purs et durs, comme aussi bien du côté de ce qu'on appellerait les néoconservateurs américains actuellement. Ce qu'il y a de sûr, ça c'est des idées qu'on peut analyser, mais ce qu'il y a de certain, c'est quand vous lisez les journaux américains, que ce soit le New York Times, que ce soit le Washington Post, que ce soit le Los Angeles Times, le Chicago Tribune, enfin, pratiquement tous les grands journaux américains, il y a une haine du nationalisme. Ça, c'est une attaque en règle tout le temps. J'ai d'innombrables articles depuis 30 ans dans lesquels il y a une haine du nationalisme. Et les néoconservateurs, qu'on le veuille ou non, c'est un peu cette idéologie-là quand même. S'ils attaquent le nationalisme, c'est que ça peut leur apparaître à eux comme quelque chose qui va s'opposer à leur vision messianique du monde, à leur vision mondialiste. Mais ils ne sont pas antinationalistes pour leur propre nationalité. Oui. Justement, je vais répondre parce que j'ai passé moi-même quelques années aux États-Unis. Ce que eux ils appellent le nationalisme, donc dans les termes du dictionnaire, c'est la version hitlérienne de la nation, c'est-à-dire entièrement refermée, donc avec toutes les Allô ? Allô ? Oui, donc je disais que comme j'ai passé quelques années aux États-Unis et j'ai vu quelle était leur mentalité de ce qu'ils appellent le nationalisme. Et pour eux, la définition du nationalisme, c'est ce que nous on appellerait en caricature le nationalisme hitlérien, c'est-à-dire une nation entièrement refermée, c'est-à-dire fermée sur elle-même, donc sans aucun échange extérieur, c'est vraiment le repli sur soi-même. Ça, c'est ce qu'ils appellent eux le nationalisme. Par définition, et d'ailleurs, c'est cette mentalité américaine qu'on a imposée d'ailleurs en Europe qui s'est propagée, ce qui fait qu'aujourd'hui on dit que le nationalisme est exactement comme Hitler, etc. Alors que eux, ils se réclament pas comme nationalistes, mais leur politique est d'autant plus, je voudrais dire conservatrice par rapport à la France, mais on va dire nationaliste par rapport à la nôtre. C'est-à-dire que nous, on est complètement portes ouvertes et du point de vue français, on considère la politique américaine comme étant complètement nationaliste. C'est-à-dire qu'ils ont des frontières régulatrices, ils régulent leur flux d'entrée et de sortie. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on n'appelle pas ça du nationalisme pur et dur, parce qu'il suffit de regarder les frontières au bord du Mexique, c'est carrément des barbelés, et des soldats américains ont le droit de fusiller ceux qui y rentrent, donc on va dire de manière illégale, c'est carrément... J'aime pas cette image de camp de concentration, mais bon, c'est du barbelé, c'est un peu excessif. Et donc je voulais dire que c'est plutôt... Oui, bon, j'aime pas revenir aux heures. Je pense qu'il faut y aller. Je vais pas revenir aux heures les plus sombres. Mais... J'ai pas compris, j'ai pas entendu. On dit ne pas revenir aux heures les plus sombres, c'est l'argument, comme dit l'hitlérisme, les camps de concentration, enfin bref. Simplement pour dire ce qu'ils n'aiment pas le nationalisme, c'est simplement un terme complètement désabusé qu'ils ont créé de toutes pièces, qui s'appelle vraiment la nation, plus ou moins, mais entièrement en autarcie. C'est juste un terme, ce n'est pas c'est nullement une réalité. Ils sont bien plus nationalistes, on va dire conservateurs que nous, mais ce n'est nullement, bon, comme vous entendez, nationalisme. Quand nos élites françaises sont antinationalistes, pensez au terme américain, au terme, voilà, au terme européen, français, bon, exactement. Voilà. Oui, mais c'est un sujet qui
qui est assez complexe. Mais il faut savoir qu'au XIXe siècle, il n'y avait pas de différence entre nationalisme et patriotisme. Les Américains ont réussi ce tour de force à parler d'une forme de bon nationalisme qu'ils appellent le patriotisme, et une mauvaise forme du nationalisme qui serait le nationalisme des autres pays. Il y a De Gaulle qui avait une définition qui est assez particulière, d'ailleurs, De Gaulle, qui disait le patriotisme, c'est l'amour de son pays, et le nationalisme, c'est la détestation des autres pays. Bon, il y a quand même une réalité aux États-Unis. Je peux vous garantir que dès qu'il y a du nationalisme qui apparaît en dehors de deux pays, l'Amérique et Israël, parce que s'il y a un pays qui est extrêmement nationaliste au sens, dans n'importe quel sens, de quelque façon que vous trituriez le terme nationalisme, patriotisme, c'est véritablement l'État d'Israël. C'est un État où on ne peut pas trop y toucher à ce nationalisme-là. Mais pour les Américains, de façon générale, la Russie est dangereuse parce que c'est le nationalisme qui s'installe. Alors c'est le nationalisme, c'est le populisme, c'est l'irrédentisme, il est affublé de tous les termes, Poutine. Quand vous lisez la presse américaine, c'est ça, c'est ces termes-là. Mais le nationalisme américain est bon, parce qu'ils appellent ça le patriotisme. Alors on jure sur la Bible, on met la vote. Voilà, c'est des mots, c'est une manipulation des mots, c'est certain. Mais le nationalisme est attaqué. Et quand les Américains parlent de nationalisme, c'est tout ce qui peut rappeler l'époque hitlérienne, l'époque mussolinienne, toutes ces choses-là. Alors que quel est le pays le plus impérialiste actuellement? Depuis 50 ans, quelqu'un avait fait le décompte depuis 1945, un peu plus de 50 ans, des pays qui avaient attaqué l'Amérique, qui avaient bombardé l'Amérique. Il était arrivé au nombre de 47. Voilà. Si on fait le décompte des pays que les affreux nationalistes russes ou ukrainiens, ou n'importe quoi d'ailleurs, hein, dès qu'il y a du populisme ou dès qu'on parle du Front National en France, le danger du nationalisme, du populisme, on n'a quand même pas attaqué autant de monde qu'ont attaqué les Américains depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez ? Le nombre de bases américaines dont on parlait tout à l'heure, il y a des bases américaines à peu près dans tous les pays où les Américains s'installent, que ce soit en Irak maintenant, en Afghanistan, ils installent des bases américaines. Est-ce qu'on peut trouver l'équivalent en Russie, par exemple, pour donner un exemple? Voilà, donc il y a quand même, il y a véritablement, comme vous disiez, là, une inversion accusatoire. C'est-à-dire, quand on lit ces journaux-là, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous lisez le New York Times, on se dit, à la lumière des événements tels que je les perçois, tels que je les vis, il y a quelque chose dans cette dialectique-là qui ne va pas, qui sonne faux. Ça sonne faux, c'est faux. C'est un double langage, véritablement. C'est orwellien, quoi. C'est la novlan, quoi. Vous avez des choses... Mais seulement, il faut le lire longtemps et régulièrement, parce que c'est des journaux extrêmement bien faits. Mais l'attaque du nationalisme, tel qu'on le conçoit en Europe, pas le nationalisme virulent avec l'esprit de conquête, mais un nationalisme qui veut qu'il y ait une genre de préférence nationale, d'amour de la patrie, de communauté de destin, comme disait Gustave Thibon. Ça, c'est à condamner. Les Américains condamnent ça. Même les éléments les plus favorables, les plus sympathiques de ce nationalisme, je ne parle pas des éléments virulents, ils le condamnent férocement. Hein. Ça, tous les articles le montrent. Pour revenir à Trotsky, Simone Veil avait reçu Trotsky là, quand il avait été expulsé d'Amérique. Simone Veil, la philosophe, celle qui est morte en Angleterre. Et Trotsky avait traduit Le Voyage au bout de la nuit de Céline. Donc c'est quand même un personnage assez étrange, Trotsky. Oui, il a aidé à la traduction du Voyage au bout de la nuit en russe. Et d'ailleurs, Céline était allé en Russie pour récupérer l'argent, et il était revenu totalement anticommuniste, d'ailleurs, parce qu'il avait non seulement pas récupéré l'argent, mais il avait vu la véritable image du communisme, tel on essayait d'en donner une image extrêmement favorable en France à l'époque, avant la Deuxième Guerre mondiale, et lui avait vu sur place, parce qu'il a écrit ce qui se passait réellement là-bas, il était revenu très dépité de la révolution marxiste. Merci. Je pense qu'il faut terminer. Oui, il faudrait arrêter. Alfred Sauvy. Hein. Mais si les choses sont ainsi, et vous avez raison, Jean-Claude, de le dire, c'est parce que les Américains considèrent que leur nationalisme est universaliste. Voilà. Et les autres sont mauvais. Ils se considèrent comme la nation universelle. Ils se considèrent comme une incarnation de l'humanité tout entière. Puritanisme. Idem pour les... Non, c'est pas... Oui, c'est le puritanisme. Non, enfin là, il y a l'élément messianique, mais il y a aussi le simple fait qu'effectivement, les États-Unis, c'est une nation composite. Je m'insurge d'ailleurs en tant que Britannique et Anglais contre l'amalgame
se fait très souvent en France entre les Anglais et les Américains. Les Américains, c'est vraiment une nation composite. Il y a très peu de noms américains qui soient anglais. Il y en a encore un peu dans les élites américaines, mais vous ne rencontrez pratiquement jamais d'Américains qui sont en fait issus de l'immigration anglaise. Ils sont tous sauf anglais. Et le même vaut pour le nationalisme israélien. Le nationalisme israélien, les gens qui peuvent être critiques de l'État d'Israël, ils voient un nationalisme comme les autres, c'est-à-dire une force qui s'impose contre les autres nations. Mais dans la perspective, effectivement, là, vous avez raison, puritaine des États-Unis, le nationalisme israélien est un universalisme, est un nationalisme universel, à vocation universelle. Et dans les deux cas, il y a une part de vérité. Les Américains sont réellement composés de tous les pays, tous les peuples du monde. Et les Juifs, sur le plan métaphysique, nous qui sommes chrétiens le savent, sont un symbole de l'humanité. Donc, comme tous les mensonges, il y a une part de vérité dedans. S'il vous plaît, je voulais encore vous demander, est-ce que vous pourriez m'éclairer un tout petit peu sur les bolcheviks? Revenons à l'Ukraine, parce que quand j'étais en Pologne, voilà, mon père me disait toujours, tout ce que j'apprenais à l'école, l'histoire c'était faux, la politique c'était manipulation, propagande, que les Russes nous ont fait plus de mal que les Allemands, parce que là, bon, les Allemands c'était la guerre déclarée, bon, les Russes c'était double jeu, et après à la fin c'était des bolcheviks, parce que mes parents, comme ils habitaient en Ukraine polonaise, là en Galicie, après ils étaient chassés par des bolcheviks. Qui étaient ces bolcheviks exactement? Tout le monde sait qu'il y a eu dans le parti bolchevique des minorités nationales importantes, des Lettons par exemple, et d'autres nationalités sur lesquelles je ne m'attarderai peut-être pas. Mais suivez mon regard. Mais bien sûr, il y avait aussi des Russes. Mais sur l'histoire de la Pologne et de la Russie, il y a tellement de choses à dire. Et de l'Ukraine. Le maréchal Ridge-Smigli, pardon, je prononce mal. Voilà. A dit en 1939, si les Allemands nous envahissent, nous allons perdre notre liberté. Si les Russes nous envahissent, nous allons perdre notre âme. C'était faux. C'était faux. C'était le contraire de la vérité. C'est ce qu'il disait toujours mon père. Voilà. C'était toujours le contraire de la vérité, c'était le mensonge. Toujours, encore une question, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut terminer quand même. La dernière question, alors. La dernière question. Oui. Allez. Oui, voilà. En 1943, en Volhynie, oui, dans le nord-est de l'Ukraine, oui, il y a eu un génocide qui oui. passe sous silence aujourd'hui, dont on ne parle plus. C'est un génocide de Polonais. Et de Tchèques et de Slovaques, oui. Qui a concerné entre 50 000 et 100 000 personnes, quand même. Oui. C'est pas rien. Commis par des nationalistes ukrainiens. D'accord ? Voilà. Je viens d'apprendre récemment qu'il y a encore une communauté polonaise importante en Ukraine, notamment autour de la ville de Jitomir, en Volhynie. Et cette communauté envisage de faire ce qui s'est fait dans l'est de l'Ukraine, c'est-à-dire de s'autoproclamer république indépendante et de demander son rattachement à la Pologne. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Non. Non? Non. D'accord. Bien. Voilà,
Bonne soirée à tout le monde et merci d'être venu. Merci à M. John Lowland pour ses interventions et ses réponses aux nombreuses questions.